Un triomphe en l'honneur d'une armée de vaincus, inimaginable ailleurs qu'en France, mais au pays de Poulidor, on chérira toujours ceux qui perdent avec honneur et panache. En 1976, toute la France s'est ainsi reconnue dans ce slogan tout simple, mais d'une belle générosité, « Allez les Verts ». Souvenir d'une époque où la France s'offrait le luxe d'avoir deux capitales, l'autre étant une ville ouvrière au cœur du Forez, un peu grise et n'ayant reçu d'autres dons du ciel que la mine et l'industrie des armes et cycles. Une cité sans charme tapageur où les hommes et les femmes savent qu'ils n'obtiendront rien s'ils ne savent se battre et travailler dur. Mais Saint-Étienne possède son joyau, une église de poutres métalliques et de béton. Les soirs de grand-messe, elle sent la saucisse grillée, le vin chaud. C'est une arène aux gradins escarpés d'où montent des chants goguenards et des rumeurs d'angoisse ou de bonheur. Hommes et femmes, à quelques centimètres défilés, viennent là faire provision de rêves, de revanche, de fierté. C'est un stade à l'anglaise, surnommé le Chaudron. Alors c'est encore Patrick Révelli là, puis il va-t-il centrer, et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute par Rocheteau. Et but, oh magnifique, magnifique. Au Parc des Princes, Reims, culotte noire, dispute une demi-finale de la Coupe d'Europe contre l'équipe écossaise Hibernian. Au milieu des années 50, en disputant par deux fois la Coupe d'Europe contre l'invincible Real Madrid, le stade de Reims symbolise à lui seul le football français. C'est une constante, à chaque décennie son équipe vedette, ses matchs héroïques, ses stars. Dans son style si personnel, Copa se lance à l'attaque. L'avant-centre de l'équipe de France, très maître de lui, ouvre en direction d'Hidalgo. L'action se termine par un corner et sur ce corner, Leblond marque de la tête le premier but pour Reims. Copa survolté récidive et sur cette... La réussite des Copa, des Fontaines, doit beaucoup au talent de leur entraîneur, un maître tacticien nommé Albert Batteux. Au plan national, la compétition se cristallise autour de l'OGC Nice, du Stade de Reims et du Racing de Sizovski. Les cerclés du Racing partent à l'assaut de la forteresse de Reims, qu'ils ont déjà enlevée en match aller le 16 décembre dernier. Mais cette première attaque échoue sur une défense... Pourtant, c'est une équipe surprise, jusqu'alors habituée des places d'honneur, qui empoche à la barbe de tous les favoris le titre de champion de France 1957. Saint-Étienne signe ainsi son tout premier succès. Un souvenir qui se détache, d'abord, c'est le premier titre de champion de France que nous avons remporté en 57 avec une équipe de jeunes joueurs qui avaient participé d'ailleurs l'année précédente au championnat de France amateur. La force de cette jeune équipe, c'est d'avoir su hisser ses qualités morales à la hauteur de ses ressources physiques et d'avoir su compter sur quelques éléments expérimentés comme le gardien Abès, l'avant-centre algérien Mekloufi ou le feu follet Richvers. Derrière ce premier titre, on trouve un entraîneur passionné, un pédagogue hors du commun nommé Jean Snella. Génial formateur qui, dit-il, aime à faire confiance aux hommes plutôt qu'aux schémas tactiques inscrits sur des tableaux noirs. Les valeurs essentielles sur lesquelles l'ASS bâtira son histoire au fil des ans sont les siennes. Il était le bâtisseur, il était la pierre angulaire parce qu'il était là de 8h du matin à 8h du soir. Il faisait tout. Il nettoyait, il enlevait. À l'époque, il y avait des petites élastiques en haut des bas pour tenir pour les tenir. Il enlevait ça pour ne pas qu'on ait des crampes. Il enlevait la bourre parce que c'était des bas en laine. Il préparait les maillots. Il cirait, il graissait 50 ballons. C'était véritablement... pour lui, c'était un sacerdoce, l'entraînement. Et Jean Snella avait déjà cimenté ce lien entre des joueurs professionnels plus âgés et des jeunes stagiaires qui arrivaient au sein du club. Il nous faisait enlever de temps en temps les mauvaises herbes sur le terrain, et quand on avait enlevé les mauvaises herbes, eh bien la récompense, c'était de s'entraîner sur le grand terrain, pieds nus, pour avoir des sensations.
À la demande de Pierre Guichard, président d'honneur de l'ASS, un autre fort tempérament rejoint bientôt la tête du club. C'est un industriel local qui, dès ses premiers pas, va connaître une destinée peu banale. Oh, le premier souvenir que je peux garder, à savoir ma première année de présidence, 1961-1962. On vient me chercher, c'est Pierre Guichard qui souhaite que je sois président de ce club. Je voulais pas parce que j'étais président de l'Olympique de Saint-Étienne. Et moi, le football professionnel ne m'intéressait pas tellement. J'ai accepté. Mais on est descendu en seconde division. Mais on gagne la Coupe de France. Le général de Gaulle a renoué avec une tradition aussi sportive que républicaine en présidant la finale Saint-Étienne-Nancy de la Coupe de France. Les Stéphanois, reconnaissables à peine au parement blanc de leurs bas, se montrent dès l'entrée dangereux et le gardien nancéien Ferrero est à l'ouvrage. Pourtant, c'est Nancy qui va dominer presque tout au long de la première mi-temps, ce qui mettra en valeur l'extraordinaire habileté du gardien stéphanois Abbe. C'est seulement à 4 minutes de la fin que Beaulu, d'un tir à ras de terre, donne la coupe à Saint-Étienne. Il n'en fallait pas moins pour consoler les Stéphanois de leur descente en seconde division la saison prochaine. Mais le purgatoire ne dure pas. Dès l'année suivante, l'équipe remonte en Division 1 et de nouveau conduite par Jean Snella, revenu de Genève, elle emporte le titre de 1964. Parmi les nouveaux venus, on note les demi Aimé Jacquet, Robert Herbin ou encore l'attaquant Feufeu. Le club, c'était Roger Rocher, l'entraîneur, Jean Snella, Albert Batteux ou Robert Herbin, Pierre Garonner et Monsieur Paré, Charles Paré, qui était le secrétaire administratif, qui était plutôt l'éminence grise, le porte-parole de la famille Guichard et qui était excessivement respecté. Seul Nantes, champion en 65 et 66, parvient à contrarier l'emprise naissante des Verts sur le football français. Leur opposition devient le symbole des années 60. C'était d'abord et avant tout deux expressions de football, deux écoles qui s'opposaient, puisque Saint-Étienne a été l'une des premières écoles de football. Je pense que l'équipe de Saint-Étienne a mûri et a durci son jeu un peu plus vite que la nôtre. Nous, on jouait très très bien au ballon, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu de véritable haine, jamais. Par contre, il y a eu une rivalité sportive exacerbée. Malgré les Nantais, cette période sera verte comme jamais. À Jean Snella succède en 67 Albert Batteux, transfuge de Grenoble, avec un bonheur identique. Le rouleau compresseur est en marche et les attaquants verts dynamitent les défenses, qu'elles soient lyonnaises, nantaises, niçoises ou bordelaises. Au printemps 68, à quelques kilomètres d'un Paris en pleine effervescence, Saint-Étienne signe sur la pelouse du vieux stade de Colombes le premier grand exploit de sa jeune histoire. La partie démarre pourtant fort mal face aux Bordelais, sous les yeux d'un jeune commentateur enthousiaste. Vers le ballon, Kouékou pour les Girondins. Dans le rond central, a passé Herbin, a passé Mitorage, donne une bonne balle en avant pour Wojciak, et c'est le but réussi par Wojciak sur une remarquable action de Kouékou. Dès la 4e minute, Wojciak, l'ailier gauche, réussit le premier but de la partie. Polny de la tête. Au centre du terrain, Mitorage, Mekloufi poursuivi par Abosolo, croise pour Révelli, laisse à Jacquet. Évidemment, tout cela est joli, mais les Stéphanois ont du mal, à moins que sur cette action Herbin remet au centre. Mekloufi de volée, but! Oh, magnifique! Magnifique! Sur ce centre de Herbin, Mekloufi de volée égalise. Les deux équipes à égalité, alors qu'il reste exactement 6 à 7 minutes de jeu. Voici l'action. Regardez bien au ralenti, la reprise de volée de Mekloufi est absolument magistrale et va se loger dans le coin. Merci Pierre Badel de nous montrer à nouveau ce but, car vraiment, il mérite de rentrer à la cinémathèque du football. Et nouveau coup franc, cette fois-ci pour Saint-Étienne. Joué rapidement. Balle à Hervé Révelli. Mekloufi, Révelli. L'arbitre donne un penalty. Penalty très très important. Alors que Bosquier est en train de prier et de dire à Mekloufi:
Je t'en supplie, Rachid, ne le manque pas. Et la pénalty est à refaire, car Montes n'était pas sur sa ligne. Le gardien de but doit avoir les 2 pieds sur sa ligne de but au moment où l'exécutant frappe le pénalty. Autrement dit, M. Bard donne le pénalty à refaire et il a raison. Et en plus, Perry n'était pas sorti des 16 mètres. Ah, il faut qu'il ait des nerfs solides, Mekloufi, parce que... Et c'est le but. But réussi par Mekloufi sur penalty à 12 minutes de la fin, c'est-à-dire à la 78e minute. Alors qu'à notre chronomètre, M. Bard fait disputer les arrêts de jeu et que j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle bagarre pour savoir qui va prendre le ballon du match, car c'est toujours un beau souvenir. Et c'est Mitterrage qui a le ballon du match. La Coupe de France est stéphanoise, Saint-Étienne ayant battu Bordeaux par 2-1 alors que la pelouse est littéralement envahie de toutes parts. Voilà, Herbin montre la coupe à la foule. Mekloufi porté en triomphe, tous les Stéphanois portés en triomphe par une marée humaine, notre caméra étant littéralement ensevelie au milieu d'une foule, d'une marée comme on n'en a jamais vu. Le vieux Mekloufi, héros du match, avait été fort discuté l'année précédente. Ces 2 derniers buts n'en ont que plus de saveur, et l'euphorie des spectateurs fait un bien beau cadeau d'adieu. Pour lui succéder à la pointe de l'attaque, les dirigeants feront confiance à un jeune Malien, arrivé au club dans des circonstances rocambolesques. Il est arrivé tout seul, à Paris, à Orly. Et il avait son baluchon, il n'avait rien. Il avait sa lettre du club et il cherchait un dirigeant du club. Puis il va voir un taxi, puis il monte dans le taxi, il dit au chauffeur de taxi, Saint-Étienne. Le chauffeur de taxi le regarde en disant, mais oh, Paris, Saint-Étienne. Et Salif Keita lui fait voir la lettre. À ce moment-là, le chauffeur de taxi prend les choses au sérieux. Il dit, attends, je veux faire le plein d'essence et je t'emmène. Taxi, 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 j'ai rendez-vous à Geoffroy Guichard. Rencontre phare de la 3e journée du championnat de France de première division, le match AS Saint-Étienne-Nantes disputé hier soir au stade Geoffroy Guichard devant 17 000 Stéphanois a tenu ce qu'il promettait. Les locaux en maillot sombre, culotte blanche à droite sur votre écran, présentaient leur meilleure formation à une unité près. Les Nantais, à gauche, maillot clair, allaient faire une excellente partie, quoique largement dominés en cette première mi-temps. L'attaque stéphanoise faisait feu des 4 fers, et dès la 5e minute, le meneur de jeu stéphanois, le sombre Keita, trompait Castet. Et la domination s'accentue. À l'époque, Roger Rocher prétend, non sans ironie, qu'aucun joueur français ne saurait renforcer son effectif, vu qu'il possède les 11 meilleurs éléments en activité sur le terrain.